Donc, d'abord, je voudrais remercier notre invité du soir qui vient spécialement pour vous, vous donner cette conférence. Donc, j'attends de vous, évidemment, un comportement exemplaire. Sur le sujet qui est marqué en grand, vous ne pouvez pas le duper, qu'est la Renaissance? Qu'est-ce qu'on en sait? Vous, tout, nous, rien. Voilà. Et notre invitée du jour, Catherine Rido-Kikuchi, n'est pas une inconnue pour nous parce que Catherine, c'est une de vos comparses, on peut dire ça comme ça, parce que nous l'avons connue pendant des années comme élève à l'école. Ça fait pas longtemps qu'elle a quitté l'école. Je sais, mais quelques années, mais pas si lointain que ça. Mais en tout cas, nous qui sommes là depuis un certain temps, M. Marbeau, moi ou d'autres, on a connu Catherine comme élève il y a quelques années et qui, évidemment, si elle est là, c'est parce qu'elle est spécialiste du sujet et qu'elle nous donne le grand plaisir de vous expliquer un certain nombre de choses sur ce sujet. Donc, je compte sur vous pour l'écouter de façon extrêmement sérieuse, en prenant des notes et en posant des questions après. Et je lui cède la parole tout de suite. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors avant de commencer, peut-être je vais donc merci à Monsieur Borelli qui vient de me présenter en quelques mots. Je vais peut-être commencer très rapidement par vous dire d'où je viens, enfin, en gros comment est-ce que j'en suis arrivée là, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, juste pour que vous compreniez un petit peu comment on finit historienne finalement, après avoir été à votre place en seconde avant de partir à Florence moi aussi. Et puis voilà, ensuite je vous parlerai spécifiquement de la Renaissance et de la Renaissance italienne et évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas, même au fur et à mesure, n'hésitez pas à lever la main et à poser des questions. Donc j'étais à l'école alsacienne ici donc à votre place jusqu'en 2006 et ensuite j'ai fait des études relativement généralistes, j'ai fait une prépa et ensuite j'ai intégré l'école normale et à l'école normale j'ai commencé à découvrir alors à la fois l'histoire médiévale. Et en prépa, j'avais également découvert pas mal de sociaux, d'économie, de sciences sociales en général. Et donc, moi, ce que j'avais voulu faire après, c'est des études sur la Renaissance italienne, parce que j'étais tombée amoureuse de la Renaissance italienne à Florence en seconde, mais qui permettent d'allier à la fois l'histoire et puis la sociologie, l'économie. Je vais relativement peu vous en parler aujourd'hui, mais si jamais vous avez des questions voilà, sur ce genre de choses, si jamais vous avez des questions sur les études d'histoire, en fait, de façon générale, vraiment, n'hésitez pas à les poser après dans la discussion. Et donc, comment on devient historienne après? En faisant une thèse de doctorat, que j'ai finie en 2016. Et depuis, j'ai fait des études, j'ai fait un post-doctorat, j'ai eu un poste en Italie, à Rome, et je suis en poste en ce moment à l'Université de Versailles depuis 8 ans. Voilà. Voilà, alors ça c'est pour moi, mais ce que j'aimerais donc, ce dont on m'a demandé de parler avec vous aujourd'hui, c'est donc la Renaissance italienne. Et la Renaissance de façon générale, vous l'avez étudiée en cours, ça je n'en doute pas, vous avez sans doute des idées en fait sur la Renaissance et sur la Renaissance italienne, avant même d'en avoir entendu parler en cours, et c'est de là plutôt que j'aimerais repartir. J'aimerais repartir donc de la définition de la Renaissance telle que vous l'avez sur Wikipédia. Donc oui, vous ne devez pas utiliser Wikipédia en cours, néanmoins, ça peut être assez utile pour essayer de comprendre voilà, le sens commun des mots. Et donc, d'après Wikipédia, la Renaissance, c'est un mouvement de l'histoire européenne associé à la remise à l'honneur de la littérature, de la philosophie, des arts de l'Antiquité gréco-romaine. Et ce mouvement a pour point de départ l'Italie, se situe chronologiquement à cheval entre le Moyen-Âge tardif et l'époque moderne. Et l'image de couverture de la page Wikipédia, la première image que vous voyez, c'est la naissance de Vénus de Botticelli. Alors, évidemment, la page est beaucoup plus longue, et elle rentre plus dans les détails, elle nuance, elle critique, etc. Mais je voulais partir de ça, parce que l'image que vous avez de la Renaissance, c'est sans doute en grande partie ça, c'est-à-dire un moment d'effervescence, à un moment de renaissance, redécouverte de l'Antiquité, un moment où les arts, les lettres, la philosophie se développent. C'est évidemment vrai, mais ce que j'aimerais essayer de voir un petit peu avec vous, c'est dans quelle mesure c'est vrai, parce que évidemment vous allez le voir à Florence, et puis vous l'avez vu en cours, il y a plein de choses qui se passent dans cette période qu'on appelle la Renaissance, mais il y a aussi des choses qu'on peut essayer de nuancer, de remettre en perspective, et en particulier sur des questions de période, de chronologie, on va dire, puisque la Renaissance, en fait, c'est un concept qui a été inventé pratiquement par les gens qui la vivaient. La Renaissance, moi j'ai tendance à le dire souvent en cours, en fait, c'est une gigantesque opération de communication. C'est les gens qui vivaient la Renaissance qui ont dit, en fait, là, maintenant, c'est la Renaissance,
Ce qui veut dire en fait en substance, là maintenant on est meilleur que nos prédécesseurs. Là maintenant nous sommes les gens qui allons faire revivre les arts qui étaient en décrépitude dans cette période ancienne, médiocre, qui était le Moyen-Âge. La Renaissance, c'est aussi cette opération de communication des artistes, des humanistes, des hommes de lettres de façon générale. Et c'est un peu ça aussi que je vais essayer de voir avec vous ce soir. Alors, partons quand même de cette question des arts et des lettres, puisque ça, effectivement, vous allez le voir à Florence, c'est partout. Cette floraison intellectuelle, cette floraison artistique, c'est quelque chose qui a toujours beaucoup marqué les esprits des historiens, des historiennes, historiennes de l'art, des philosophes, des littéraires. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très tangible. Et donc d'abord sur la question artistique. Alors, je vous ai mis un peu en vrac plein de choses que vous allez voir bientôt à Florence, toutes des œuvres de la Renaissance florentine. Alors d'époques en fait assez différentes, parce que là vous avez par exemple le campanile de Giotto qui date du XIVe siècle, vous avez des œuvres globalement du XVe siècle, et puis vous avez des œuvres du début du XVIe siècle, là, avec Léonard de Vinci et puis le David de Michel-Ange. L'une des choses en fait qui frappe le plus pour tout le monde, pour vous, pour les gens qui étudient la Renaissance, c'est cette masse de production artistique. Quand on va à Florence, effectivement, on a l'impression que toute la ville a été reconstruite à un moment donné au XVe siècle et que tout d'un coup, on s'est mis à peindre, à sculpter, à construire des bâtiments comme voilà, la construction en particulier du dôme de la cathédrale de Florence. Alors, c'est très visible aujourd'hui. C'est très visible aussi parce que ça a été conservé. Contrairement à beaucoup de choses qui ont pu être construites avant, là, en fait, tous ces bâtiments qui ont été construits à la Renaissance, ils sont encore là. On ne les a pas détruits. On a considéré qu'ils avaient une valeur particulière. Mais donc, effectivement, cette masse, elle est impressionnante. Et voilà, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal à Florence. J'espère que vous ne le subirez pas. Mais le syndrome de Stendhal, c'est Stendhal qui arrive à Florence et qui est tellement sous le choc de tant de beauté, de tant d'art, qu'il tombe dans les pommes, en fait, pour le dire assez vite. J'espère que ça ne vous arrivera pas, mais néanmoins, j'espère que vous serez aussi sensible à cette profusion de beauté et d'art. Si on creuse un peu dans cette profusion de beauté, d'art, il y a quand même des choses techniques qui se développent à Florence au XVe siècle. Alors là, les différents exemples que je vous ai mis, ils permettent de voir un certain nombre de choses, en particulier des choses que vous avez sans doute en partie vues en cours, la question de la perspective. Vous savez peut-être, la perspective au XVe siècle en Italie, une perspective dite géométrique, donc avec vraiment des calculs, une préparation du tableau pour rendre la profondeur des œuvres, c'est quelque chose qui se conceptualise et qui se développe à Florence. Vous l'avez en partie ici. Vous pouvez tracer les lignes de fuite sur cette annonciation de Léonard de Vinci. Vous l'avez particulièrement ici. Donc ça, c'est un détail des portes du paradis de Ghiberti, donc les portes du baptistère de la cathédrale de Florence. Et en fait, si vous regardez de près cette image, vous voyez qu'il y a plein de plans d'images, alors même que c'est un bas-relief. Donc voilà, vous avez en fait une profondeur de champ qui est permise en réalité par une construction géométrique de la perspective. Vous avez un point de fuite qui arrive à peu près par là, qui permet de rendre la profondeur de l'image. Vous avez évidemment aussi de la perspective dans l'Annonciation de Fra Angelico que vous avez là. Donc à Florence, c'est vrai, vous avez ce développement technique de l'art, en particulier avec la technique de la perspective géométrique. Et puis la dernière chose, mais là aussi que vous avez sans doute déjà vu, c'est la question de l'Antiquité. On l'avait vu aussi dans l'image, dans la définition de Wikipédia. La Renaissance, c'est associé à un retour à l'Antiquité, à une influence particulière de l'Antiquité. Là, l'Antiquité, vous la voyez, je pense, dans pas mal d'œuvres. Le David, évidemment, est une statue directement inspirée de la statuaire gréco-romaine. Les portes du paradis de Ghiberti, c'est la même chose. Vous avez tout un décor antique, un décor architectural antique qui est reproduit ici. Et puis vous avez des motifs antiques, là aussi, sur l'Annonciation de Léonard de Vinci. Là, c'est un motif à la romaine,
qu'on retrouve très souvent à cette époque-là. En fait, ce qui se passe à Florence, et la raison pour laquelle Florence est aussi importante, c'est qu'à Florence, au XVe siècle, et en particulier au début du XVe siècle, vous avez une sorte d'émulation entre toute une série d'artistes qui ont, en gros, les mêmes centres d'intérêt. Vous avez plusieurs artistes qui vont réfléchir ensemble à la perspective. Ils vont réfléchir ensemble à l'inspiration de l'Antiquité. Et c'est notamment le cas de Ghiberti, donc, qui a réalisé ces Portes du Paradis, avec Brunelleschi, qui a réalisé le dôme, la coupole plutôt, de la cathédrale de Florence. Est-ce que vous savez quelle pouvait être l'inspiration antique pour la coupole de Florence? C'est quoi le monument antique qui pouvait servir d'inspiration? Oui. Le Panthéon de Rome, oui, tout à fait. Oui. Alors oui, c'est vrai, vous avez raison, il y a aussi des antécédents à Sienne. C'est pas la seule église avec une coupole, hein, on est bien d'accord. Donc évidemment à Sienne. Alors à Sienne, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais terminé leur cathédrale non plus. Alors du coup, c'était un peu... Si vous allez à Sienne, vous le verrez. Mais là, le problème pour les Florentins, c'était que la coupole qui était prévue était énorme. Et donc, en fait, on n'avait pas de solution technique pour réaliser la coupole sans que tout s'effondre. Et Brunelleschi a étudié en particulier les monuments antiques et en particulier le Panthéon de Rome pour essayer de comprendre comment les Romains construisaient des coupoles et comment on pouvait s'en inspirer. Alors, il n'a pas fait ça que en copiant les Romains. Les artistes de la Renaissance, ils ne font pas que copier les gens de l'Antiquité, ils inventent aussi beaucoup. Mais cette référence à l'Antiquité, elle est extrêmement importante. Donc là, pour la coupole de Florence, c'est particulièrement vrai. Donc c'est un moment d'émulation entre des artistes qui se rencontrent et qui réfléchissent à la même chose, perspective, Antiquité en particulier. Et c'est aussi un moment où les arts sont protégés, où vous avez des gens, à Florence en particulier, qui vont financer des œuvres d'art, qui vont financer des constructions. C'est le cas en particulier de la famille des Médicis, qui gouverne Florence à ce moment-là, et dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc tout ça combiné, ça fait un bon milieu, un bon terrain, si vous voulez, pour que l'art se développe et ensuite produise ce type de réalisation. Alors l'autre pendant de la Renaissance, on a vu les évolutions artistiques, l'autre pendant, c'est le côté plus littéraire, philosophique, et donc quelque chose là aussi que vous avez sans doute déjà en partie vu, qui est l'humanisme. Alors l'humanisme, il y a des générations d'historiens qui se sont engueulés pour savoir comment définir l'humanisme. Donc c'est un peu compliqué, mais il y a plusieurs choses en fait importantes dans l'humanisme. La première, et ça recoupe ce qu'on vient de dire sur l'art, c'est la référence à l'Antiquité. Les humanistes considèrent que les modèles antiques, ce sont les modèles les plus élevés, les plus nobles, dans à peu près tous les domaines. C'est valable pour la grammaire, pour la langue latine, la langue grecque. C'est valable pour les modèles de vertu, les modèles de vie qu'on va tirer de l'Antiquité. Donc l'Antiquité, c'est le modèle esthétique, historique, rhétorique de toute une série d'hommes de lettres. Je dis hommes parce qu'il y a relativement peu de femmes dans ce groupe-là. Alors c'est vrai que l'humanisme, c'est ça. C'est aussi une volonté de revenir aux textes originaux. C'est pas simplement prendre les textes antiques et puis refaire ça à sa sauce et puis prendre des modèles de vertu et puis réécrire ça un petit peu à sa sauce. Non, les humanistes, c'est aussi essayer de retrouver le texte original de Cicéron, le texte original des commentaires de Jules César, de Suétone, etc. La volonté donc de revenir à un texte sans erreur, sans scorie, un texte considéré comme plus pur et donc plus à même de transmettre la noblesse et le modèle qu'était l'Antiquité. Alors, l'Antiquité, elle n'a jamais été oubliée. Okay, donc, l'Antiquité, elle n'est pas redécouverte par les humanistes. Ça, c'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au XIVe, XVe, XVIe siècle, vous avez des gens qui essayent de s'inspirer de l'Antiquité en essayant d'atteindre une forme d'originalité, de texte original issu de l'Antiquité.
Si vous voulez, avant, si on parle voilà, du Moyen-Âge, entre le Xe et le XIIIe siècle, Cicéron, on lisait Cicéron. Enfin, on connaissait très bien Cicéron, il n'y avait pas de souci. Par contre, voilà, on va prendre Cicéron et puis on va récupérer un exemple, le remettre à sa sauce, sans forcément vouloir atteindre le texte original de Cicéron. C'est vraiment ça que les humanistes amènent. Mais l'humanisme, c'est aussi autre chose. Et c'est le sens contemporain, en fait, encore de l'adjectif humaniste. Humaniste, c'est quoi? Un humaniste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui croit en l'homme, en l'humanité, on va dire, pour le dire très très vite. Alors, d'où ça vient, en fait, ce sens commun d'humaniste? Ça vient effectivement de certains philosophes de cette période qui ont une vision extrêmement optimiste de l'humanité. Alors, en particulier, l'un des principaux représentants de ce courant, c'est Pic de la Mirandole, dont je vous ai mis une citation là, et qui a écrit un texte qui s'appelle « Sur la dignité de l'homme ». Voilà, le titre dit déjà bien ce que ça veut dire. Je vous lis l'extrait. « Dieu prit donc l'homme, cette œuvre à l'image indistincte, et l'ayant placé au milieu du monde, il lui parla ainsi. « Je ne t'ai donné ni place déterminée, ni visage propre, ni don particulier, ô Adam, afin que ta place, ton visage et tes dons, tu les veuilles, tu les conquières, tu les possèdes par toi-même. La nature enferme d'autres espèces en des lois par moi établies, mais toi, que ne limite aucune borne, par ton propre arbitre, entre les mains duquel je t'ai placé, tu te définis toi-même. » L'idée donc pour Pic de la Mirandole, c'est de dire les plantes, qui sont aussi des créations de Dieu, elles n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Les animaux, un peu plus, mais enfin, ils sont quand même pris dans des lois de la nature. L'homme n'est régi par aucune loi. L'homme n'est régi par aucune règle, aucune norme, pour le pire comme pour le meilleur. Donc l'homme, il peut s'avilir, il peut devenir la pire des bêtes, pire même qu'une bête, mais il peut aussi atteindre le divin. Et c'est ça que veut dire cette citation, c'est que l'homme peut se définir soi-même. Il a un libre arbitre. Il peut décider ce qu'il va devenir, et en particulier, il peut devenir, ce que Pic de la Mirandole, un peu plus loin dans son texte, dit, il peut devenir un ange. Il peut toucher vraiment du doigt le divin. Alors ça, c'est quelque chose qui va avoir un très fort écho. Et voilà, c'est une vision optimiste de l'humanité. L'humanité peut se définir elle-même et peut se construire elle-même indépendamment de toute contrainte, de toute norme et de toute règle. Ça veut dire aussi donc que l'homme, c'est une création singulière dans la création avec un grand C, la création divine dans le monde, et il peut maîtriser le monde, il peut conquérir le monde, il peut dominer le monde. Ça aura plein de conséquences, notamment à l'époque moderne, notamment sur le productivisme, sur l'exploitation de la nature. Je passe un petit peu ces aspects-là, qui sont importants, mais qui ne sont pas le cœur de mon propos. Mais ça veut dire que voilà, l'homme, il a une position prééminente dans le monde et il peut le dominer, il peut le mesurer, il peut le rendre à sa mesure. Et finalement, c'est aussi un petit peu ça que fait Léonard de Vinci avec l'homme de Vitruve, que vous connaissez certainement, je pense. Ce que fait Léonard de Vinci, c'est la preuve que l'on peut mesurer, connaître la perfection de l'homme. L'homme de Vitruve, c'est un homme à dimension parfaite. Donc les dimensions parfaites selon les canons artistiques de l'époque. Et Léonard de Vinci essaye de montrer comment est-ce que lui, en tant qu'homme, peut également connaître la mesure parfaite de l'homme, donc à travers cette image. Alors, c'est optimiste, pour dire le moins, mais ce sur quoi j'aimerais insister maintenant, c'est le fait que ce n'est pas fondamentalement nouveau, en réalité. Ce n'est pas nouveau, ça s'inscrit dans un temps long. Pic de la Mirandole, il parle à la fin du XVe. En fait, vous en avez plein avant lui qui vont tenir ce genre de propos. En gros, entre le XIIIe et le XVIe siècle ensuite. La Renaissance, ce qu'on appelle Renaissance, vous êtes sans doute beaucoup focalisé sur le XVe siècle, ce qui est normal. C'est les programmes XVe, XVIe siècle, c'est les programmes du secondaire. Mais la Renaissance, en fait, c'est un temps long.
Et c'est pas quelque chose, c'est pas une révolution instantanée au XVe siècle. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui met du temps à s'installer. Et les gens du XVe siècle, contrairement à ce que parfois ils disent, n'ont souvent pas inventé grand-chose et oublient parfois qu'ils avaient un peu des prédécesseurs. Alors, sur cette question de l'humanisme et de la foi en l'humanité, vous avez en particulier un moment très important au XIVe siècle, avec, donc je vous ai mis une représentation beaucoup plus tardive, ce n'est pas une représentation médiévale, donc une représentation des trois pères de la littérature italienne, Pétrarque, Boccace, Dante, donc voilà, qui sont les grands hommes de lettres globalement au XIVe, voilà, fin XIIIe pour Dante. Je vous ai mis les dates là pour vous situer un peu les choses. Ce sont des gens, ce sont des poètes, des hommes de lettres qui ont écrit en latin mais également en italien, enfin en florentin, et qui ont écrit des œuvres assez introspectives, dans le sens où ils se sont posé la question du sens de la vie, qui se sont posé la question de qu'est-ce que l'homme fait ici-bas, quelle est la place de l'homme, quel est le rôle de l'homme dans la création. Et le premier, sans doute, à avoir, l'un des premiers à avoir essayé de mettre ça en mots, c'est Dante dans le tout début de la Divine Comédie. C'est vraiment l'ouverture de la Divine Comédie que je vous ai mis là. La Divine Comédie, vous savez, c'est Dante qui se balade en enfer, au purgatoire et au paradis. Et en fait, il arrive en enfer en s'étant perdu, essentiellement. Et donc, c'est ce qu'il raconte. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure car la voie droite était perdue. Mais quand je fus venu au pied d'une colline où finissait cette vallée, qui m'avait pénétré de peur, je regardai en haut et je vis ses épaules déjà vêtues par les rayons de la planète, qui mènent chacun droit par tout sentier. Alors la peur se tint un peu tranquille. J'espère que vous le sentez, mais c'est métaphorique. Okay, c'est pas qu'il s'est vraiment perdu dans la forêt, c'est qu'il a perdu le droit chemin, il a perdu comment gouverner sa vie, et à un moment donné, il regarde la colline éclairée par la lumière. L'allusion ou la métaphore divine n'est pas, elle est assez facile à comprendre, je pense. Et à ce moment-là, la peur se tint un peu tranquille. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va commencer son périple. Donc, vous avez cette interrogation sur le sens de la vie et qui aboutit à un long cheminement. Vous avez un cheminement, alors un peu moins long que Enfer, Purgatoire, Paradis, mais quand même, c'est le cheminement de Pétrarque qui monte le mont Ventoux. Alors, c'est une vraie montagne, pour le coup, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, ou ont peut-être déjà monté. Et en fait, Pétrarque, il raconte dans une très longue lettre son escalade du mont Ventoux. Et il raconte à quel point c'est difficile et à quel point il menace d'abandonner à plusieurs reprises. Mais il raconte aussi à quel point c'était beau quand il était en haut. Là aussi, en fait, toute la lettre de Pétrarque, c'est une métaphore du sens de la vie et de la manière dont l'homme peut s'efforcer, se donner du mal pour s'améliorer et pour parvenir au sommet. Le sommet, finalement, c'est le salut. C'est le salut de Dieu. Alors, je vous donne ces exemples-là parce que vous voyez qu'en fait, Pic de la Mirandole, il s'inscrit dans cette continuité-là. L'idée, c'est... vous avez une question ? L'idée, en fait, c'est de voir comment l'homme peut progresser, peut s'améliorer. C'est son libre arbitre. Et c'est son libre arbitre qui peut lui permettre d'atteindre le salut. Pic de la Mirandole, vous avez vu tout à l'heure, c'est le salut, en fait, dont il parle. C'est Dieu qui donne cette capacité à l'homme. Donc, là aussi, l'humanisme, que parfois on peut décrire comme quelque chose de non religieux, qui remet en cause l'obscurantisme de l'Église, etc. En fait, vous voyez, Pic de la Mirandole, il s'inscrit complètement dans une conception religieuse du salut de l'homme. Et, avant lui, Dante et Pétrarque. Alors, ces évolutions sur le temps long, vous les avez aussi en art. Alors, je vais passer peut-être un tout petit peu plus vite là-dessus, mais je vous ai parlé de la perspective tout à l'heure. Je vous ai mis ici donc 3 œuvres, début 14e, milieu 15e et puis début 16e. Et en fait, sur toute cette progression entre le 14e et le début du 16e siècle, vous avez une recherche technique de plus en plus poussée, mais qui apparaît pas soudainement au 15e siècle. Okay ?
Donc vous avez Giotto au début du XIVe siècle. Là, c'est pas à Florence, c'est à Padoue, mais qui va commencer déjà cette recherche technique et esthétique autour de la perspective. Vous voyez, c'est pas une image plate. Okay, c'est vraiment une image qui a de la profondeur. Pas autant peut-être que Raphaël, mais vous avez déjà cette recherche de profondeur. Donc cette recherche de la perspective, c'est vrai qu'elle se développe de façon incroyable à Florence au XVe siècle, mais elle s'inscrit dans une évolution de plus long terme. Et le dernier point là-dessus, c'est que c'est des évolutions qui ne sont pas linéaires. Parfois, on a un peu l'idée que d'une marche vers le progrès, voilà, entre le Moyen-Âge et puis la Renaissance, on a des gens qui essayent de se défaire de l'obscurantisme et puis qui progressent dans la technique de l'art, qui progressent dans l'esthétique, etc. Donc, il y a des choses qui évoluent, qui avancent, la perspective c'en est un exemple, mais parfois vous avez des moments de rupture très importantes. Des moments de rupture qui, parfois, donnent l'impression d'être passé dans un autre monde artistique. Donc là, je vous ai mis, donc toujours Giotto, dans un genre un peu différent. Donc, je vous ai mis trois œuvres religieuses. Une Vierge à l'enfant de Giotto, donc 1300. Une Vierge à l'enfant de Raphaël, début 16e. Et puis 20 ans plus tard, une descente de la croix de Pontormo, que vous verrez peut-être d'ailleurs aux offices, c'est là qu'elle est conservée. Alors, en termes de réalisme, on a évidemment une grande évolution entre les deux premiers. La première image, c'est encore très figé, très hiératique. On n'est pas dans du sentimental, au contraire de Raphaël, où là, c'est des personnages extrêmement réalistes et où on voit véritablement une mère avec son enfant. Alors, sur Pontormo, on voit une mère avec son enfant, mais le côté réaliste de la chose commence à être un petit peu plus flou. Est-ce que vous avez vu en cours ce qui se passe en 1527 ? Non ? Non, je ne sais pas ce que vous avez fait en cours, donc je me permets de demander. 1527, il se passe le sac de Rome. Chut. En 1527, vous avez les troupes impériales qui mettent à sac la ville sainte, donc capitale de la chrétienté, Rome. Et ça, c'est un espèce de traumatisme pour tous les artistes, pour tous les hommes de lettres, parce que justement, eux, ils y croyaient au progrès. Eux, ils pensaient que l'humanité allait s'améliorer et était sur le droit chemin, pour reprendre les mots de Dante, que ça allait toujours en s'améliorant et que les choses iraient toujours mieux. Et là, bim, vous avez le sac de Rome. Le sac de Rome en 1527, c'est une catastrophe. Vous avez des massacres, vous avez des viols, vous avez le pape qui est obligé de fuir. C'est vraiment quelque chose. Et c'est des chrétiens, okay, c'est les troupes impériales. Donc, c'est des chrétiens qui mettent à sac la ville sainte. Et ça donne ça. Ça donne ce qu'on appelle le maniérisme, qui est en fait un moment dans l'histoire de l'art en Italie où les gens perdent la foi, en quelque sorte. Alors, pas la foi en Dieu, mais ils perdent la foi en le progrès, en l'idée que l'homme est fondamentalement bon et peut s'améliorer. Ça commence à... Enfin, le sac de Rome met un peu ça à mal. Et donc, vous avez une peinture très torturée, pas du tout réaliste. Vous voyez, les membres sont très allongés, les couleurs, là aussi, ne sont pas particulièrement réalistes. Donc, c'est vraiment une crise de la foi en l'humanité, le maniérisme. Et qu'on retrouve donc ici à travers ce type d'œuvre. Oui. La période, pardon. Alors, pour l'art, on parle de maniérisme. Après, la période en tant que telle, vous n'avez pas de... Il y a sûrement des historiens qui ont utilisé des termes, mais je ne crois pas qu'il y ait de terme général. Donc voilà, donc ça c'est sur les évolutions artistiques. Hein. Vous voyez, la Renaissance, il y a aussi des moments de crise. 1527, on peut encore considérer que c'est la Renaissance, hein, mais vous avez cette crise qui arrive. Quand on parle de Renaissance, je pense que ça, vous l'avez en tête, même si vous ne l'avez pas forcément vu en cours. Vous avez aussi parfois l'image d'une période de grand bouleversement, donc pas simplement artistique et littéraire. Qu'est-ce qui se passe en gros entre le XVe et le XVIe siècle, dont on dit souvent, à raison, que ça a transformé la face de l'Europe? Qu'est-ce qui se passe en fait entre le XVe et le XVIe siècle? Oui.
Oui, alors l'arrivée de Christophe Colomb à Cuba et donc ensuite la colonisation de l'Amérique. Quoi d'autre? Oui. Alors oui, vous avez raison, la chute de Constantinople, 1453, donc la fin de l'Empire byzantin. Oui. Momie? Ouais, alors ça, j'en parlerai pas parce que c'est vraiment 16e, début 17e, mais vous avez raison. Alors, on remet en cause certaines croyances, notamment le fait que le Soleil tourne autour de la Terre, l'héliocentrisme, Galilée, etc. Vous avez raison. Quoi d'autre? Oui. L'Empire vénitien? Pourquoi l'Empire vénitien? Ouais, alors... Oula, ça... Pardon, j'ai un écho bizarre. Alors, vous avez raison, hein, l'Empire vénitien, c'est quelque chose d'important. Après, c'est pas un bouleversement. L'Empire vénitien, il se construit depuis le XIIIe. Donc, c'est pas un bouleversement qui arrive au XVe, XVIe. Oui. Oui. Alors, moi, je vous répondrai que des guerres, il y en a toujours eu, donc là aussi. Mais ça impacte la Renaissance, je suis d'accord. Vous voyez pas une invention, quand même, milieu XVe? Oui, pas l'imprimante, l'imprimerie. Gutenberg, l'imprimerie. Non, mais vous rigolez pas, j'ai des licences qui me disent ça. Donc, vous me dites ça en secondes, ça me va encore. Donc, l'imprimerie, oui. Pardon? Oui, alors l'esclavage, donc ça va avec la colonisation de l'Amérique, hein, effectivement. Alors, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais juste reprendre certains de ces éléments. Parce que la Renaissance, alors c'est des belles choses, c'est des belles réflexions sur l'humanité, etc. Mais c'est pas que ça, et que vous avez souvent déjà vu en cours. Alors j'aimerais commencer par l'imprimerie. Alors vos professeurs se douteront que si je commence par l'imprimerie, c'est pas simplement pour des raisons chronologiques, mais il se trouve que moi je travaille sur l'imprimerie et sur le début de l'imprimerie. Voilà. Alors l'imprimerie... Donc je vous refais le topo classique, hein. L'imprimerie est inventée par Gutenberg au milieu du XVe siècle. Le premier livre imprimé par Gutenberg, c'est une Bible. Et ensuite, l'imprimerie se diffuse partout en Europe, en Allemagne, en France, en Italie en particulier. Et l'imprimerie, c'est effectivement une invention fondamentale pour la culture, l'histoire culturelle, hein, de l'Europe. Mais ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que si Gutenberg invente l'imprimerie au milieu du XVe siècle, c'est parce qu'il sait en fait que ça va marcher. Alors bon, il meurt, il est super pauvre, hein, donc ça va pas marcher pour lui. Mais dans l'absolu, je pense que vous me reconnaîtrez que l'imprimerie, c'est plutôt une invention qui a marché un certain nombre d'années et qui a amené un certain nombre de transformations. En fait, Gutenberg, il sait que ça va marcher parce que au milieu du XVe siècle, on est à un moment où la demande de livres est absolument phénoménale, et en fait depuis le XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, vous avez le développement des universités. C'est la naissance des universités. Qui dit université dit écrit, dit professeurs qui demandent aux étudiants de lire des bouquins. Et donc, vous avez une demande de livres qui explose en Europe à partir du XIIIe siècle. Donc, vous avez plein de copistes dans les villes universitaires. Paris, Bologne, Oxford, Cambridge. Vous avez des copistes qui copient des livres pour les enseignants et pour les étudiants. Vous avez des bibliothèques qui se mettent en place, des bibliothèques d'études qui se développent là aussi, en particulier dans les villes universitaires, mais pas seulement. Et donc Gutenberg, il arrive au milieu du XVe siècle. En fait, il sait qu'il y a une demande de livres suffisante pour justifier le développement de cette invention qui va rendre la production de livres beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteuse, évidemment. Et donc voilà, ça donne ça. Ça donne l'atelier, donc ça c'est un atelier français, mais vous avez évidemment les mêmes en Italie. Donc un atelier de presse avec les différentes personnes qui activent la presse, qui relisent ce qui sort de la presse, qui composent les formes, etc. Mais vous voyez, pour qu'on ait ça, il faut ça. Pour qu'on ait l'atelier d'imprimerie, il faut des ateliers de copistes. Alors évidemment, l'imprimerie va démultiplier la quantité de livres qui va être mise sur le marché. Mais en fait, déjà avant, vous en aviez beaucoup par rapport à l'époque carolingienne, par rapport aux époques antérieures. Donc l'imprimerie se nourrit de cette demande de livres.
Alors, là, je vous ai mis 2 pages. C'est Tite-Live hein, dans les 2 cas. Est-ce que vous arriveriez à me dire laquelle est manuscrite, laquelle est imprimée? Donc, sur cette page-là, qui pense qu'elle est imprimée? Et alors, juste pour que j'arrive à voir un peu, qui pense que cette page-là est imprimée? Ouais, c'est moitié-moitié, quoi, à peu de choses près. Alors, chut. Alors, ça surprend certains d'entre vous, ça n'en surprend pas d'autres, mais bon, pour être tout à fait honnête, vous avez un peu deviné au pif. Hein, bon. Donc, non, pas du tout, non, non. Le cœur sur la main que non. Donc, je voulais vous montrer ces 2 pages parce que, donc c'est le même texte, hein, c'est le texte de Tite-Live, que si vous avez fait du latin, vous avez sans doute déjà traduit à un moment ou à un autre. En fait, l'imprimé s'inspire des manuscrits. Il reprend les mêmes modèles que le manuscrit. Et cette page-là, alors cette page-là, effectivement, elle est imprimée, mais en fait, évidemment, le dessin, il est manuscrit. Okay, donc vous avez un livre imprimé, mais ensuite vous avez un enlumineur qui va rajouter des décorations, qui va rajouter tous ces trucs bleus et bleus et rouges qu'on appelle des pieds de mouche. Donc ça, c'est rajouté à la main. On va le rendre plus beau, cet imprimé. Et par ailleurs, le manuscrit que vous avez là, qui est un manuscrit humaniste, en fait, la copie est tellement fine, le copiste est tellement bon, qu'en fait, vous ne voyez pas que ce n'est pas imprimé, parce que vous avez vraiment l'impression que c'est des lettres voilà, qui sont vraiment toutes semblables, quoi. Donc, si je vous montre ces 2 pages, en fait, c'est pour vous dire que l'imprimerie, pendant assez longtemps, en réalité, c'est juste des manuscrits qu'on reproduit plus facilement. C'est le même livre, en fait. On reprend les mêmes formes, on reprend les mêmes modèles. Vous aviez une question ? Oui, c'est une bonne question. Alors, une Bible, ce qu'on sait souvent, c'est pour les Bibles, hein, parce que là, on a des documents assez clairs. Une Bible, ça met 1 an. Non, ça met un an à être copié à la main. Par contre, à être imprimé, ça met 6 mois. Mais vous n'en imprimez pas un exemplaire, vous en imprimez 600. Donc l'imprimerie, ça permet d'imprimer 600 exemplaires à la louche. Hein. Je vous fais ça à la louche. L'imprimerie, ça vous permet d'avoir 600 exemplaires de la Bible en 6 mois, alors qu'un copiste, il met 1 an à copier la Bible. Donc évidemment, c'est des chiffres absolument délirants, quoi. Mais pendant longtemps, l'imprimé va continuer à s'inspirer en fait du manuscrit. Et les transformations culturelles que l'imprimé va engendrer, ça met du temps. Là aussi, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se fait sentir tout au long du XVIe siècle et avec pas mal d'évolutions. Alors, la première chose que vous m'avez dite, des grandes expéditions. Alors que je n'appelle pas les grandes découvertes, parce que c'était une découverte pour Christophe Colomb, mais ce n'était pas forcément une découverte pour les gens qui étaient sur place. Donc, les grandes expéditions. Vous avez, évidemment, hein, c'est un moment important. Là encore, hein, il ne s'agit pas de dire que rien de tout ça n'est important. Les grandes expéditions, donc, vous avez Christophe Colomb qui part, mais en fait, avant lui, vous avez plein de gens qui sont partis. Ce n'est pas le premier à partir. Donc, vous avez, c'est des franciscains et des dominicains qui partent pour évangéliser, hein, en réalité, vers l'Extrême-Orient au cours du XIIIe siècle. Vous avez Marco Polo, évidemment, qui n'est pas un franciscain et dominicain, qui est un marchand vénitien, qui lui aussi fait un très long voyage, qui traverse tout le continent eurasiatique. Et si on décentre aussi un peu, des gens en Asie qui font des grandes expéditions, vous en avez aussi, et en particulier donc, les voyages de Zheng He au XVe siècle. Donc, Christophe Colomb n'est pas le premier à décider que ce serait pas mal de voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté, de l'autre côté de l'Atlantique, oui, mais un peu plus loin que son horizon proche. Donc là, vous avez la carte des voyages de Christophe Colomb. Alors, Christophe Colomb, vous le savez, au début, il n'arrive pas sur le continent, il arrive à Cuba. Enfin, vous le savez ou pas d'ailleurs, mais voilà, là, vous le voyez. Et ce qui est intéressant, en fait, avec Christophe Colomb, c'est que c'est vraiment quelqu'un c'est un homme médiéval, en fait, Christophe Colomb.
C'est un homme médiéval d'abord parce que son livre de chevet, c'est Marco Polo. Donc lui, en fait, il a cet imaginaire et il a ce modèle de ses expéditions, de ses grands voyages médiévaux, en particulier donc Marco Polo. Et puis c'est quelqu'un qui est imprégné de christianisme, ça c'est pas très surprenant, mais donc voilà, ne croyez surtout pas quand parfois on dit que Christophe Colomb c'était quelqu'un qui avait remis en cause l'Église, voilà, c'est pas du tout le cas. Christophe Colomb, c'est quelqu'un d'éminemment religieux. Il va aux Amériques, enfin, il traverse l'Atlantique pour évangéliser, pour christianiser. Vous avez une question ? Alors, je répète pour tout le monde parce que je ne sais pas si tout le monde a entendu. Alors, la remarque, c'était que Christophe Colomb, il ne pensait pas découvrir l'Amérique, il pensait découvrir autre chose parce que dans la Bible, ce n'était pas marqué l'Amérique. Alors, ce n'est pas simplement que ce n'est pas marqué dans la Bible. Pardon ? Oui, alors il y a cette histoire des fils de Noé, je suis d'accord. Mais en fait, c'est pas simplement que c'est pas marqué dans la Bible, c'est que les gens au Moyen-Âge, ils savaient que la Terre était ronde. Enfin, si jamais il y a des gens qui pensaient ici qu'ils pensaient que la Terre était plate, donc ça c'est faux. Okay. Christophe Colomb savait très bien que la Terre était ronde. Et lui, ce qu'il connaît, c'est l'Asie. Parce que Marco Polo, il est allé en Asie, donc on connaît bien l'Asie, avec toutes les expéditions que je vous ai montrées avant. Et donc, lui, ce qu'il pense, si on fait le tour par l'autre côté, on va arriver en Chine. C'est logique. On va arriver en Inde. Et en effet, vous n'avez pas d'autres connaissances du continent américain, pas dans la Bible, mais en fait, pas tout court. Ce n'est pas simplement une question biblique. Donc en effet, il traverse l'Atlantique. Alors, il a quelques erreurs de calcul. Il pense que la Terre est beaucoup plus petite qu'elle n'est en réalité. Et il finit par arriver en Amérique, avec cette idée, en fait, qu'il va arriver en Amérique pour pouvoir... Enfin, en Amérique. Lui, il pense que c'est les Indes. Mais le but, c'est d'arriver par là pour convertir les populations au christianisme. Pourquoi c'est si important de convertir les populations au christianisme ? Parce que la fin du monde est proche. Oui. Oui. Alors là aussi, je reprends pour tout le monde. Donc l'idée, effectivement, vous avez entièrement raison, je répète juste ce que votre camarade a dit. Donc l'idée pour Christophe Colomb, c'est de convertir tous ces gens-là, mais c'est aussi une alliance géostratégique, géopolitique. L'ennemi, ce sont les musulmans, donc il faut essayer de faire une alliance contre les Ottomans en particulier, donc c'est ce pouvoir turc musulman. Faire une alliance de revers, en effet, avec les pouvoirs qui se trouveraient en Inde, en espérant qu'il puisse y avoir des chrétiens en Inde. Voilà, en Asie, de façon générale. En effet, il s'est un peu planté. Il n'y a pas une communauté chrétienne si importante que ça. Il y en avait un tout petit peu, mais vraiment pas tant que ça. En effet, c'est un échec de ce point de vue-là. Alors, c'est un échec, oui et non, parce que, on connaît la fin de l'histoire. À la fin, ce qui arrive, c'est quand même le partage du monde, et en particulier le partage de l'Amérique, entre les différentes puissances européennes, en particulier entre l'Espagne et le Portugal, plus tard ensuite les Français et les Anglais. Et les expéditions de Christophe Colomb vont en effet à la fois provoquer ce mouvement de colonisation et provoquer une accélération de la circulation des personnes, circulation forcée en grande partie, vous me parliez de l'esclavage tout à l'heure, et circulation des biens. Mais là aussi, en fait, le moment où ça finit par s'accélérer, c'est le milieu du XVIe siècle. Christophe Colomb, en fait, les premières années après qu'il soit arrivé à Cuba, personne n'en a rien à faire. Et genre vraiment rien à faire. Peut-être 2-3 personnes à la cour. Il ramène des Indiens à la cour. C'est un peu exotique, c'est sympa. Mais en fait, voilà, les gens ne voient pas l'intérêt. Et dans les publications, dans les livres qui sont publiés à ce moment-là, vous avez en fait très peu d'écho au début de la découverte de Christophe Colomb. Et c'est vraiment dans les années 1520, 1530 et surtout après, au milieu du XVIe siècle, que les pouvoirs politiques vont aussi se rendre compte qu'il y a des terres à conquérir et que ça va avoir un intérêt économique majeur. Et en effet, ensuite, ça change assez drastiquement la face du monde. Ça, c'est quand même assez dur de le nier. Le dernier point, c'est la réforme protestante. Vous ne me l'avez pas cité,
mais en fait, c'est probablement le changement le plus important et le plus brutal de la Renaissance. Parce que, contrairement à ce que je viens de vous dire sur l'imprimerie et Christophe Colomb, là, pour le coup, la réforme protestante, ça change drastiquement la vie des gens tout de suite. Alors que Christophe Colomb, alors que l'imprimerie, ça met du temps. Alors là aussi, vous avez sûrement eu, ou vous allez avoir des cours là-dessus, donc je ne vais pas m'attarder outre mesure. Luther arrive au début du XVIe siècle, il arrive dans un terrain favorable. Il y a déjà beaucoup de gens qui réfléchissent à la place des laïcs dans l'Église, aux traductions en langue vernaculaire, donc c'est-à-dire en langues qui ne sont pas le latin, en langue que les gens parlent. Vous avez beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus depuis le XIIIe siècle. Vous avez des gens qui sont brûlés pour ça, donc en particulier Janus en 1415. Et en fait, la raison pour laquelle Luther, ça marche, c'est qu'il arrive à ne pas se faire brûler. C'est quand même une condition sine qua non intéressante. Et qu'il va vraiment réussir à agglomérer autour de lui une dynamique religieuse, parce que vous aviez des mécontentements extrêmement forts accumulés en fait, depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Donc la réforme protestante, c'est quelque chose qui, pour le coup, là, va transformer radicalement la vie des gens, parce que vous allez très vite avoir une division de l'Europe en deux, entre des gens qui vont continuer à reconnaître l'Église catholique et le pape, et des gens qui vont le rejeter, des guerres, des conflits très violents, des persécutions, où là, voilà, qui vont démarrer très vite. Alors, sur la réforme, justement, ça me permet de lancer la toute dernière partie de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous ai parlé de ce qui change la vie des gens. Et en fait, moi, en tant qu'historienne, c'est ça qui m'intéresse. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui change dans la vie des gens, qu'est-ce qui ne change pas dans la vie des gens. Pas simplement Laurent de Médicis, pas simplement les grands peintres, grands artistes, mais disons beaucoup plus concrètement, les gens qui ont vécu la Renaissance, est-ce qu'ils étaient vraiment en train de vivre une Renaissance, en quelque sorte. Donc ça, c'est le dernier point que je voulais voir avec vous. Parce que, bon, si on veut être un tout petit peu provocateur, c'est bien gentil de faire la chapelle Sixtine, mais si à côté les gens meurent de faim, bah, est-ce que la Renaissance, c'est si bien que ça? Bon. Alors, on va essayer d'être un peu moins caricatural que ça. Donc, au-delà, en fait, de la protestation des artistes, des hommes de lettres, que c'est une période fantastique et qu'eux-mêmes sont fantastiques, au-delà de cette idée que voilà, la période qu'on est en train de vivre, c'est le renouveau, c'est la restauration de l'Antiquité, au-delà de ça, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une Renaissance pour les gens lambda, en quelque sorte? Alors déjà, est-ce que c'est une période de prospérité? C'est un peu compliqué à répondre, parce que le XIVe siècle, par exemple, milieu XIVe siècle, vous avez quand même une très grosse crise, qui est la peste. Donc 1348, la peste, entre un tiers et la moitié de la population européenne qui est décimée. C'est pas une super période. On peut comprendre que les gens, après la peste de 1348, se soient dit, bah, bon, c'est quand même mieux quand vous n'avez pas une espèce de vague d'épidémie. Bon, si on veut nuancer un peu ça, la peste, en fait, vous en avez en permanence en Europe jusqu'au XVIIIe siècle. La dernière peste en Europe, c'est la peste de Marseille. Vous en avez, en fait, de façon extrêmement régulière, mais pas dans les mêmes proportions que la peste de 1348. Alors, c'est une question compliquée, du coup, savoir si c'est une période de prospérité. Et ce sur quoi je voulais insister, là, sur cette dernière partie, c'était comment on peut y répondre. C'est pas une question simple, mais comment est-ce qu'on peut approcher, en fait, la réalité des gens. Et donc ça, on peut l'approcher à partir de certaines sources, qui sont des sources d'archives et qui sont des sources archéologiques. Alors, je vous ai mis en l'occurrence des archives sur lesquelles je travaille. Si jamais vous avez des questions dessus, je peux vous expliquer après. Mais voilà, savoir si les gens mangeaient bien, si les gens avaient plus de moyens, s'ils étaient propriétaires de leur maison, etc. En fait, ça, vous pouvez le toucher du doigt avec tout un tas de sources qui sont extrêmement produites à ce moment-là, à cette période. C'est des déclarations d'impôts, donc des sources fiscales. C'est aussi tout un tas de contrats passés devant le notaire. Donc ça peut être des contrats de vente, des contrats de location, des contrats d'embauche, des contrats d'apprentissage. Tout ça, en fait, ça permet de toucher la vie quotidienne des gens et de comprendre comment ils vivaient et comment ils s'en sortaient d'un point de vue matériel.
Et voilà, toujours sur ces questions matérielles, l'archéologie médiévale, elle est extrêmement importante, elle a été très développée ces dernières années, et ça permet aussi de comprendre toute une série de choses. En particulier, ce que ces sources en fait permettent de montrer, c'est que vous n'avez aucune rupture matérielle entre le XIIe siècle et le XVIIIe siècle. Donc en fait, le Moyen-Âge, dire qu'il y a une sorte de rupture à la Renaissance, en fait, ça, c'est pas vrai. Alors pardon, je remets en cause tout ce que vos profs vous ont enseigné. Moi aussi, je l'ai cru pendant longtemps, c'est normal. Mais voilà, vous n'avez aucune rupture matérielle entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Par exemple, ça veut dire que les techniques de poterie, les techniques mécaniques, les énergies qui sont utilisées, tout ça, c'est globalement la même chose entre le XIIe et le XVIIIe siècle. La révolution industrielle, oui, ça change des choses, ça évidemment. Mais avant le XVIIIe, en fait, vous n'avez pas trop de changements. Et ensuite, les circonstances économiques, bon, bah, ça fait ça, quoi. Bon. Vous avez des périodes de prospérité pendant la Renaissance, vous avez des périodes de moins grande prospérité. Parlez-en aux Romains en 1527. Ça, c'est sur les questions matérielles, économiques. Cassez pas votre iPad, ce serait dommage. Est-ce que c'était une période de circulation? Alors, on dit souvent, et puis je l'ai dit là aussi un peu, la Renaissance, c'est une période où ça bouge. Voilà, où vous avez plein d'influences qui arrivent de tous les côtés, où les hommes bougent, où les biens circulent. Est-ce que c'est vrai? Alors, globalement, oui. Globalement, oui, mais là aussi, les sources permettent de nuancer un petit peu le côté très, comment dire, le côté un peu béat sur la Renaissance, c'est fantastique et ça circule de tous les côtés. Alors, moi, ça fait partie des sources que j'aime beaucoup. Moi, j'ai beaucoup étudié la circulation des artisans, justement, à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Et des sources que j'aime beaucoup, c'est en particulier les déclarations des étrangers qui arrivent dans une ville et qui attestent devant les autorités que oui, ils viennent de telle ville, ils arrivent avec leur famille, et oui, ils ont l'intention de s'installer, de payer leurs taxes, etc. Donc c'est la source d'archives que je vous ai mise à côté. Là, en l'occurrence, c'est une déclaration d'installation d'un peintre allemand à Bologne. Donc c'est des circulations qui sont parfois de longue portée. Vous avez des Allemands qui arrivent en Italie, vous avez beaucoup d'Allemands qui arrivent en Italie à ce moment-là. Vous avez des Français aussi, beaucoup. Et ça, c'est des sources assez chouettes parce que du coup, vous voyez des gens assez ordinaires en fait, et qui ont ce parcours de migration, qui arrivent dans une ville. Vous voyez leur famille qui est notée. C'est assez chouette à pouvoir observer et c'est assez rare pour l'époque. Alors ça, c'est chouette. Le reste, ça l'est un peu moins. Parmi les circulations importantes que vous avez en fait pendant la période de la Renaissance, vous avez aussi des circulations forcées. On a parlé des esclaves tout à l'heure. Je ne vais pas en parler parce qu'en fait, vous n'en avez pas tant que ça en Italie. Mais parmi les circulations importantes que vous avez en Italie, ce sont en particulier les Juifs qui sont expulsés de Castille et d'Aragon en 1492. Donc 1492-1493, c'est le moment à la fois où Christophe Colomb découvre Cuba, et c'est aussi le moment où les souverains catholiques d'Espagne expulsent les Juifs, puis les Maures, donc les musulmans, de la couronne d'Espagne. Vous aviez énormément de Juifs en Espagne. Vous aviez des communautés juives extrêmement bien implantées en Espagne, très prospères, avec une vie culturelle et intellectuelle très importante, et ces gens-là sont jetés sur les routes du jour au lendemain, peu ou prou. Où ils vont? Eh bien, vous en avez un petit peu partout. Oui, pardon. Non, allez-y. Ok. Oui. Vous en avez certains qui vont émigrer en Afrique du Nord, mais pas que. Vous en avez qui vont émigrer à Anvers, par exemple. Vous avez des communautés séfarades en fait, qui arrivent à ce moment-là du côté d'Anvers, dans les Pays-Bas, globalement. Mais vous en avez aussi beaucoup en Italie. Et si certains d'entre vous sont déjà allés à Venise, vous savez peut-être qu'il y a un quartier qui s'appelle le ghetto. Donc le ghetto juif de Venise, c'est le premier ghetto en fait en Europe, qui est créé en 1516 pour, du point de vue des autorités, on s'entend, contenir l'afflux de juifs séfarades à Venise et sur son territoire. Le ghetto, c'est quoi? C'est un quartier où les juifs sont obligés de déménager, un quartier qui est contrôlé,
où vous n'avez pas le droit de sortir de ce quartier-là la nuit, sauf laissez-passer précis, etc. Donc les circulations à l'époque de la Renaissance, c'est aussi ça. C'est aussi des circulations qui sont contraintes, qui sont forcées, et qui créent du coup, en particulier, les premiers ghettos en Europe. Vous en avez à Venise, et ensuite, quelques années plus tard, à Ferrare, à Rome, etc. Dernier point, est-ce que c'est une période de tolérance? Bah, du coup, non. On vient de voir les Juifs, donc non. Les guerres de religion, non plus. Je vous ai mis ici quelques exemples. Là aussi, à la fois tirés de sources d'archives et puis de sources imprimées plutôt littéraires. La période de la Renaissance, c'est une période où la violence et les persécutions organisées à l'égard de certains groupes va s'accentuer. C'est valable pour les Juifs. Donc, en particulier, là, je vous ai mis une source d'archives qui montre à quel point vous avez en fait des véritables pogroms qui sont organisés, enfin, qui sont pas organisés, mais qui explosent en Italie à la fin du XVe siècle sur fond de fausses rumeurs qui accuseraient les Juifs de meurtre d'enfants. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui vraiment est très développé sur la fin du Moyen-Âge et sur le XVe, XVIe siècle. Ce qui apparaît véritablement à la Renaissance, ce qui est un véritable phénomène de la Renaissance, c'est la chasse aux sorcières. Donc la chasse aux sorcières, ça n'est pas un phénomène médiéval, contrairement à ce qu'on pense parfois, mais c'est un phénomène qui se développe au XVIe siècle. Alors pas trop en Italie, mais surtout en Allemagne, en France, dans les Pays-Bas, un peu en Angleterre, etc. Vous en avez un petit peu en Italie, mais pas beaucoup. Dans les pays nordiques, vous en avez un peu aussi, mais le gros, vraiment, c'est l'espace germanique, la Suisse et la France. C'est vraiment là le cœur. Mais vous en avez un peu aussi dans les pays nordiques. Alors, la chasse aux sorcières, c'est un moment, enfin, un long moment de l'histoire où vous avez donc des formes de persécution à l'égard de certaines femmes qui seraient considérées comme un peu plus marginales, qui seraient accusées de choses diverses. Déjà à l'époque, au XVIe et ensuite au XVIIe siècle, vous avez quand même un certain nombre de personnes qui trouvent que c'est bizarre, ces accusations de sorcellerie. Donc, il ne faut pas non plus croire que tous les gens étaient devenus complètement fous. Vous avez Montaigne, par exemple, qui explique que en fait, les accusations de sorcellerie, c'est vraiment n'importe quoi et que voilà, c'est juste une manière d'éradiquer, enfin pour les autorités, d'éradiquer des personnes qui parfois sont un peu folles ou des personnes qui peuvent déplaire, etc. Mais c'est un phénomène qui est réel et qui prend énormément d'ampleur au XVIe siècle. Et puis, la dernière persécution, la dernière violence dont je voulais vous parler, c'est les questions plutôt liées à l'homosexualité. Là aussi, vous avez peut-être l'idée reçue que le Moyen-Âge, en fait, c'est une période obscurantiste où on persécute les personnes qui auraient des relations homosexuelles, etc. Alors, c'est pas faux, mais c'est surtout vrai pour le XVIe siècle. En réalité. C'est surtout au XVIe siècle où vous avez des violences extrêmement importantes à l'égard des personnes dites sodomites. Alors la sodomie, ça peut être extrêmement large, ça a un sens plus large que ce qu'on peut entendre aujourd'hui, mais au XVIe siècle, ça en vient à désigner les personnes qui ont des relations homosexuelles. Ces personnes-là sont menacées de bûcher. Et encore, voilà, en Italie ou ailleurs en France. Ça, c'est... Pardon, oui. Les sodomites. Donc sodomie ici et sodomite pour les personnes. Donc c'est quelque chose vous avez en fait au fin 15e et au 16e siècle une forme de contrôle des corps. Donc contrôle de la sexualité, contrôle de la médecine, contrôle des corps de façon générale qui est beaucoup plus tendue, beaucoup plus violente que dans les périodes antérieures. Et la question de l'homosexualité vraiment c'était un péché pour l'Église catholique, évidemment, mais ça n'était pas poursuivi. Ça le devient à la fin du XVe et au XVIe siècle, où là, pour le coup, vous avez une répression réelle et meurtrière pour un certain nombre de personnes. Donc la Renaissance, c'est aussi ça. Alors pour terminer, vous avez peut-être entendu parler, ou vous entendrez parler très prochainement,
Alors, à la fois de Laurent de Médicis et de Savonarola. Alors, je voulais terminer là-dessus parce que, en fait, on est en 1494, on est en plein cœur de la Renaissance, on est en plein cœur de cette floraison artistique, culturelle dont on a parlé au début. C'est une période formidable et on passe, en l'espace de quelques mois, de la cour brillante de Laurent de Médicis, Laurent le Magnifique, à un régime assez fortement théocratique mené par Savonarola, très fortement influencé par Savonarola. Laurent de Médicis, donc, c'est le chef de la famille des Médicis. Il gouverne Florence, c'est le prince de Florence, même s'il ne l'est pas officiellement. Il protège les arts, il protège les philosophes. Il a des relations diplomatiques extrêmement étroites avec tous les princes d'Italie, mais également avec le roi de France. C'est un des plus grands princes de l'Europe de la Renaissance. Donc on a l'impression que tout va bien et que Florence est véritablement cette sorte de havre de paix de cette renaissance culturelle, artistique et politique. Et je vous ai mis ici donc ces deux portraits. Alors on n'a pas l'impression que c'est la bonne personne, mais ça l'est. Donc ça, c'est un détail que vous reconnaissez peut-être si vous avez travaillé dessus avec vos enseignants, mais c'est un détail de la chapelle des mages. Donc, un détail de la chapelle des mages, Laurent de Médicis jeune, c'est l'héritier, l'héritier de la famille, et il est décrit, enfin il est représenté sous des traits absolument idéalisés. C'est le jeune prince de la Florence de la Renaissance. Et là, vous avez un portrait sans doute un peu plus réaliste de Laurent de Médicis plus tard, quand il est véritablement au pouvoir. Et Laurent de Médicis meurt, et quelques mois après, vous avez les Médicis qui sont chassés de la ville. Donc le fils de Laurent de Médicis n'arrive pas à gouverner. Et vous avez Savonarola qui met en place un régime qui terrorise globalement une partie de la population florentine. Pourquoi ? Parce que Savonarola va vraiment mettre la main dans l'expulsion des Médicis et dans l'instauration d'un nouveau régime à Florence. Mais il ne va pas faire que ça. Il va aussi essayer de réformer les mœurs de Florence. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire brûler les bijoux, brûler les robes, brûler les parfums, les œuvres d'art et persécuter les personnes qui auraient des relations homosexuelles. Donc vous avez en fait, vraiment, à l'espace de quelques mois, une sorte de changement du tout au tout. Et vous ne comprenez pas en fait ce qui se passe si vous vous laissez avoir par ça. Vous ne comprenez pas ce qui se passe si vous vous laissez avoir par la représentation que les princes de la Renaissance ou les artistes de la Renaissance veulent donner d'eux-mêmes. En fait, la société florentine, c'est une société qui est pleine de tensions, qui est pleine d'inégalités aussi, qui est traversée par des tensions également religieuses, par des volontés de réforme. Et si vous n'avez pas ça en tête, vous ne comprenez pas comment on arrive à Savonarola, comment on passe de Laurent le Magnifique à Savonarola. Alors vous le savez peut-être, Savonarola, ça finit pas très bien, enfin pour lui en tout cas. Donc il finit brûlé sur la place de Florence parce que tout le monde commence à en avoir un peu marre, le pape en premier. Vous verrez ça avec vos enseignants si vous allez voir le couvent de San Marco à Florence. Mais il n'empêche qu'il a eu un soutien incroyable. Il a eu vraiment le soutien de la population florentine pendant très longtemps, pendant tout le principat de Laurent le Magnifique. Et donc voilà, ce que j'ai essayé de vous dire là sur la fin, c'est que la société de la Renaissance, la société, c'est-à-dire les gens normaux, les gens qui n'écrivent pas, les gens qui ne peignent pas, c'est une société qui est complexe. Et c'est une société qu'on ne peut pas juste voir au prisme de la Renaissance, cette période fantastique de renouveau. Okay ? Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer. Pour conclure, alors évidemment, ce que je vous ai présenté ici, c'est pas moi, enfin c'est pas juste moi en tout cas, c'est des choses qui ont été très étudiées, très travaillées par plein d'historiens et d'historiennes. Et je voulais juste vous donner ces 4 titres, alors que vous allez, je me fais pas forcément d'illusions, mais que vous n'allez pas forcément lire là tout de suite avant d'aller à Florence, mais juste pour que vous ayez aussi un petit peu conscience que tout ce que je vous ai présenté, ça fait partie en fait d'un renouveau historiographique qui a lieu depuis 20-30 ans. Le premier titre, donc, c'est l'ouvrage d'Elisabeth Crouzet-Pavant sur les Renaissances italiennes.
Donc elle, vous voyez, elle utilise ce terme de Renaissance, tout à fait, mais elle le met au pluriel, pour bien montrer que ce n'est pas juste quelque chose d'univoque, ce n'est pas juste quelque chose de linéaire, et que les renaissances, elles sont complexes, et qu'il faut essayer de les comprendre dans leur complexité. Je vous ai mis cet ouvrage de Jacques Le Goff, parce que Jacques Le Goff, Un long Moyen-Âge, en fait, c'est ce que je vous ai dit sur cette période matérielle qui ne change pas entre le XIIe et le XVIIIe siècle. Ça, c'est Le Goff, en fait, qui l'a montré en premier, ou en tout cas qui l'a popularisé. Ce qui me fait dire à mes collègues que la période moderne n'existe pas, et que tout ça, c'est du Moyen-Âge, et que donc, voilà, le Moyen-Âge va jusqu'à la Révolution française. C'est mon côté un peu impérialiste. Le troisième titre, c'est à la fois un livre que vous pouvez trouver, mais c'est aussi des émissions de radio, donc vous les avez sur YouTube. C'est les émissions de radio de Daniel Arras. Alors, je vous les mets parce qu'en fait, ça, je l'ai lu en seconde. Ça, je l'ai lu avant d'aller à Florence en seconde. Ça se lit super bien et ça s'écoute super bien. Si vous êtes intéressé par l'art de la Renaissance, c'est fantastique. Enfin, ça vous apprend, c'est à la fois très instructif, mais c'est très léger. Voilà, ça vous parle des escargots dans les œuvres d'art de la Renaissance. C'est vraiment incroyable. Daniel Arras, c'est quelqu'un qui sait parler des œuvres d'art de façon hyper ludique, hyper pédagogique. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à l'écouter ou à le lire. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée quand j'étais à votre place. Le dernier ouvrage que je vous donne, il vient juste de sortir. Donc Vénitien, Vénitienne, de Claire Jude de la Rivière. En fait, c'est une représentante, cette historienne, c'est une représentante de la Renaissance des vrais gens, dont je vous ai parlé un petit peu sur la fin. Claire Jude de la Rivière, elle s'intéresse à la période de la Renaissance, elle travaille sur le 15e, 16e siècle, comme moi, et elle essaye de comprendre comment les gens ordinaires vivaient cette période. Comment on arrive à comprendre comment ils vivaient cette période à travers les sources qui sont quand même parfois un petit peu compliquées à appréhender. Donc ces 4 titres, ça balaye un petit peu certains des thèmes que j'ai essayé de vous présenter ce soir. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Est-ce que les femmes ont joué un rôle très important, à part être mécène ou épouse d'artistes célèbres ? C'est une super question. Alors, vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur est-ce que les gens avaient vécu la Renaissance ? En fait, il y a quelqu'un qui a écrit un article qui s'appelle « Les femmes ont-elles eu une Renaissance ?» Donc c'est exactement en fait la question que vous posez. Alors, les femmes, elles jouaient un rôle important. Je voulais en parler et puis je voyais le temps qui tournait, donc j'en ai pas parlé. En fait, en Italie, les femmes ont un poids politique et économique plus faible qu'ailleurs en Europe, en particulier en France, parce qu'elles ont des droits moins importants. Donc c'est particulièrement le cas à Florence. Vous avez plein d'études d'historiennes, surtout des historiennes, mais aussi des historiens, sur les femmes à Florence, qui montrent qu'effectivement, elles pouvaient avoir un rôle de mécénat, littéraire dans certains cas, mais c'est vraiment rare. Mais en fait, elles avaient un pouvoir économique assez faible, parce que leurs biens étaient captés par leur famille, soit père, soit mari. À Venise, c'est un peu plus libéral. Et donc, vous avez des femmes qui sont marchandes, autonomes, artisanes, voilà. Mais à Florence en particulier, c'est compliqué. Et le statut des femmes est vraiment compliqué, même par rapport à d'autres villes en Italie et par rapport à Paris, par exemple. C'est un statut qui est compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je commence par en haut. C'est pas une question. Je pense pas que ça va servir aux autres personnes. C'est pas grave. C'est juste, vous avez dit que vous êtes allé à Rome. Vous êtes allé à Rome pour travailler, enfin pour faire étudier. Vous parlez italien donc ? Oui, c'est pas. Vous n'êtes pas allé à Rome.
Bah, en fait, si vous voulez lire les machins que je vous ai montrés, vaut mieux parler italien. Donc ouais, je parle italien. Les sources que vous avez là, elles sont écrites soit en latin, soit en italien. Donc déjà pour mes recherches, en fait, j'ai besoin de connaître l'italien. Ensuite, quand je vais aux archives, c'est pas mal de pouvoir parler aux gens. Donc du coup, c'est mieux de parler italien. Et en fait, concrètement, moi, j'ai appris à parler italien à la machine à café aux archives. Mais oui, je parle italien. Enfin, pour faire de l'histoire, c'est vraiment important d'apprendre ce type de langue. Chut, s'il vous plaît. Moi, je me demandais dans quelle mesure est-ce que l'art de la Renaissance il est codifié. Enfin, est-ce que les artistes ils ont quand même une certaine liberté ou pas? Je vais vous faire une réponse de Normande. Il est codifié, mais ça ne veut pas dire que les artistes n'ont pas leur liberté. En fait, l'art de la Renaissance, il est très codifié, dans le sens où vous avez plein de normes. La perspective, c'en est une, par exemple. Dans la deuxième moitié du XVe, si vous ne faites pas de la perspective, vous êtes un peu nul. Donc vous êtes obligé d'utiliser la perspective. Mais en même temps, vous avez beaucoup d'artistes qui jouent avec ces codes. Donc par exemple, si vous prenez... Je vais y arriver. Voilà. Si vous prenez ce Piero della Francesca, là, 1460, c'est un tableau qui fait une perspective géométrique dans les règles de l'art, aucun problème, vous pouvez faire le quadrillage, ça marche super bien. Sauf qu'en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des petits détails qui ne marchent pas. Elle n'est pas parfaite, la perspective. Et en fait, vous avez beaucoup d'historiens de l'art qui ont travaillé sur ce tableau en particulier pour montrer que le peintre jouait avec les codes de la perspective, notamment pour avoir un message, notamment d'ordre religieux. C'est aussi le cas. Alors, vous avez plein d'annonciations qui font ça, mais je ne sais pas... C'est peut-être pas le cas... si, je crois que c'est le cas pour celle de Fra Angelico que vous avez là. Donc ça, c'est Daniel Arras. Donc c'est l'historien de l'art dont je vous ai parlé tout à l'heure. Daniel Arras, en fait, il montre que vous avez énormément d'annonciations de cette période-là. Le point de fuite, donc vous savez, le point vers lequel toutes les lignes convergent, il arrive systématiquement sur la colonne entre l'ange et Marie. Or, la colonne est le symbole du Christ. Donc le fait que la perspective humaine aboutisse à la colonne qui est le symbole du Christ, vous avez en fait un symbole religieux derrière. Donc les artistes jouent avec ces codes-là. Voilà, il y a des codes, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une liberté. Je réponds à peu près à votre question? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais un mémoire à rédiger après Florence. Ouais. Alors, les exposés, ils sont sur place, devant l'œuvre. En fait, c'est un peu contraint par... si vous faites un exposé aux offices et si vous faites un exposé dehors, c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'il y a du monde aux offices. Mais... je sais pas, un bon exposé en seconde sur une œuvre seule, moi je dirais 5-10 minutes. Mais en fait, ce qui est hyper important sur ce genre d'exposé, et là je parle sous votre contrôle, mais moi il me semble pour ce genre d'exposé, ce qui est hyper important, c'est que vos camarades pour qui vous faites l'exposé, c'est pas juste pour vos profs, vos camarades retiennent 2-3 idées importantes autour de cette œuvre. En fait, on s'en fout de l'année, par exemple, précise de réalisation de cette œuvre. Évidemment, vous allez la donner parce que c'est un passage obligé, mais en fait, c'est pas ça qu'on a besoin de retenir. Ce qu'on a besoin de retenir, c'est pourquoi cette œuvre, elle est importante. Et donc, ce qui est important, il me semble, dans ces exposés, c'est que vous arriviez à identifier 2-3 idées sur lesquelles vous insistez, que vous argumentez en 5-10 minutes, il me semble. Voilà.